Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire, l'affaire de Brière, le crime de Corancez. Donc c'est un crime qui s'est déroulé aux alentours de Chartres, dans le 28, en Eure-et-Loire, dans les années 1900, donc au XXe siècle, il y a un long moment maintenant. Donc les illustrations que je vais avoir, ça va être très probablement que des dessins ou alors des photos des lieux aujourd'hui, mais pas d'illustrations de l'époque, quoi. Je pense pas pouvoir en trouver. Dans la nuit du 21 au 22... Dans la nuit du 21 au 22 avril 2021... Oh là là, n'importe quoi. Dans la nuit du 21 au 22 avril 1901, on retrouve un homme dans un champ dans le village de Corancez en train de hurler vers 3h du matin. En fait, il est retrouvé en train d'hurler, c'est les voisins qui sortent et qui le voient. C'est donc Édouard Brière qui est retrouvé complètement plein de sang. Il a des blessures sur le corps et il dit qu'il a été attaqué et qu'il faut aller voir dans sa maison. La mairie est prévenue, la police est prévenue, la police de Chartres est prévenue. Ils débarquent tous donc dans la ferme de Corancez, je ne sais pas exactement comment ça se dit, un village donc tout près de Chartres comme j'ai dit. Ils débarquent tous et découvrent une abomination, un crime qui va faire ensuite le tour des journaux. C'est 5 enfants qui sont retrouvés assassinés dans leur lit, poignardés. Et la scène est apparemment horrible, elle fait vraiment le tour de tous les journaux et on en entend énormément parler. Édouard Brière est leur père. C'est lui qui s'occupe de ses enfants depuis la mort de sa femme, il y a quelques années maintenant. Et le pauvre homme a été retrouvé donc près de son domicile après avoir été attaqué par un homme en rentrant du café le soir après sa journée de travail. L'enquête, de par son horreur, fera énormément de bruit, donc on en entendra parler dans beaucoup de médias, notamment l'Écho, Le Parisien, et beaucoup de personnes vont venir notamment de la capitale et de Chartres pour voir les lieux, pour visiter les lieux, voir ce qui s'est déroulé. Une espèce de curiosité morbide se fait autour de ce lieu et donc tout le monde arrive en masse pour voir. Il y aura aussi beaucoup de personnes qui vont se joindre aux obsèques qui ont eu lieu quelques jours après l'assassinat. C'est le juge Cornu qui conduit l'instruction. C'est lui qui posera les questions, donc qui aura les pistes. Et la première piste sera celle des cheminots qui auraient pris de l'argent à Édouard dans sa maison, puisqu'apparemment il lui manquerait 1500 francs et qui aurait du coup tué les enfants en prenant l'argent. C'est la première piste. Mais pendant ce temps-là, le témoignage d'Édouard commence à être montré du doigt puisqu'il est rentré, il s'est fait poignarder, mais il n'a pas prévenu tout de suite la police, il serait tombé dans les pommes, il n'a pas prévenu tout de suite les alentours, et puis ensuite il est retourné chez lui, mais lui il a été seulement légèrement blessé, je crois, à la jambe, alors que ses enfants eux ont été sauvagement assassinés. Il y a quelques soupçons qui commencent à se faire sur lui, et c'est que le début. Le 23 avril, des fouilles sont organisées à la ferme, on y découvre un couteau et un gilet, dans un tas de fumier, donc à première vue caché, enfin une tentative de les cacher. Brière dira donc que c'est lui qui a récupéré, c'est à lui le gilet, mais il sait pas pourquoi il est taché, et que le couteau, il le connaît pas, mais bon, il ressemble à ce couteau de cuisine, mais à première vue, il le connaît pas. Afin de reconnaître ses enfants après les crimes, il sera confronté au cadavre, et apparemment, il aura des réactions qui sont pas très... qui choquent en fait, des réactions qui sont trop minimes pour les gens. Bon, après il y a des journaux qui diront bon, il aurait fallu qu'il pleure, il aurait fallu qu'il fasse quoi, parce que comment est-ce qu'on peut juger le deuil de quelqu'un en vrai. Mais apparemment il a eu des réactions un peu trop bénignes, genre il a vu le cadavre de ses enfants, il a fait ah oh, enfin il a pas sorti de phrase, il a rien sorti, il a pas eu de réaction énorme, il était juste sans doute sous le choc en fait.
Donc ça commencera aussi à mettre la puce à l'oreille. Malgré tout, le public reste convaincu de l'innocence d'Edouard. Il est totalement de son côté pour le moment. Pour le public, il n'y a pas assez de preuves qui l'accablent, il n'y a pas assez de choses qui puissent l'incriminer en fait. Et comment un père pourrait faire ça surtout? Je pense que comment un père peut tuer ses 5 enfants comme ça en fait. Il sera donc montré par les médias, montré du doigt par les médias, mais le public restera de son côté. Les médias commenceront à l'accabler, à dire que voilà, il n'a pas eu de réaction qu'on attendait, il n'a pas été tant comme ci, comme ça, mais l'opinion publique en tout cas restera de son côté. Afin de procéder à son inculpation, on se servira du mobile de la maîtresse, enfin ce qu'on appellera la maîtresse. C'est Véronique Lubin qui avait démenti toute relation avec Edouard, qui finalement le 26 avril dira qu'elle a bien été en relation avec lui et qu'elle a bien été sa maîtresse. La théorie est donc que les personnes pensent qu'il aurait tué ses enfants pour pouvoir sortir avec Véronique, qui elle ne voulait pas s'occuper de ses enfants, qui voulait pas les avoir sur le dos et qui voulait pas avoir de famille en fait. Elle voulait juste profiter avec son époux. Bon, pour moi ça me paraît un peu léger, mais après ça c'est chacun son opinion. Le 10 mai continue les recherches puisque Edouard n'avoue toujours pas. Donc le juge cherchera encore des preuves, cherchera encore des indices et donc retournera tout du moins fouiller la ferme et on y découvrira donc un coudre de charrue plein de sang. Edouard dira donc qu'il possède bien ce genre d'objet mais qu'il ne sait pas pourquoi il est plein de sang et qu'il ne sait pas pourquoi il est ici. Le 21 mai, encore d'autres recherches sont effectuées. On y retrouve un portefeuille en fer blanc qui sera plein d'argent. Donc on retrouve l'argent dans des murs, donc je suppose caché dans des murs. Et donc en fait, ça finira d'inculper Edouard puisque la thèse des cheminots sera totalement écartée. L'opinion publique change alors du tout au tout, puisque au début il faisait confiance à Edouard et puis au fur et à mesure les preuves l'accablent, enfin tout pousse vers lui et donc finalement l'opinion publique dira voilà, c'est un père meurtrier, c'est lui qui a tué ses enfants. Mais à l'époque, simplement pour que vous le sachiez, les scènes de crime ne sont pas protégées, c'est-à-dire que on n'y faisait pas vraiment attention. Donc il y avait beaucoup de gens qui allaient sur la scène de crime, il y avait des curieux, il y avait des journalistes, et beaucoup de personnes ont pu aller déplacer des objets ou y mettre d'autres objets. Ça c'était très facile en fait. Il y a une autre hypothèse aussi qui sera montrée du doigt que j'ai vu dans d'autres articles, c'est qu'en fait, dans un autre article plus précisément, c'est qu'en fait Edouard avait peur de décevoir et donc pour ne pas décevoir et pour ne pas arriver jusqu'à la faillite, vu que son entreprise n'allait pas très bien, il aurait mis fin au jour de ses enfants. Il ne voulait pas remettre en place le schéma que lui-même avait subi. C'est-à-dire que lui, il a été chef de famille à 16 ans, il a repris la main après la faillite de son beau-père de manière psychologique. Il aurait pu faire ça sous un coup, une pulsion, les tuer et lui-même d'attenter à sa vie, donc de se suicider, et c'est pour ça qu'il aurait été retrouvé plein de coups avec quelques coups de couteau. Il y a cette hypothèse-là de ne pas vouloir arriver à la faillite, de ne pas vouloir faire ça, et donc en fait de vouloir tout terminer, tout clôturer, donc tuer tout le monde et en finir quoi. Mais lui se dira non coupable jusqu'au bout, jusqu'à la fin de son procès, jusqu'à la fin, il se dira non coupable non coupable en fait. Et il dira qu'il n'a rien fait, que c'est pas lui. Le procès. Celui-ci sera très médiatisé puisqu'il y a une cinquantaine de journalistes qui viennent le voir, qui viennent et qui rendent chaque jour des comptes. Donc dans les journaux, il y a énormément de journaux qui sont parus avec toutes les informations en fait. Et chacun donnait de nouvelles informations. Donc moi ce que j'ai regardé c'est des blogs qui recoupaient beaucoup de journaux. Donc c'est assez intéressant, voilà. Et en fait tous les journaux se recoupaient. Certains étaient dénonçaient plus, d'autres disaient plus les faits, enfin voilà. L'interrogatoire du président du tribunal auprès de Brière dura 10 heures. 10 heures où il dira que c'était seulement un monologue, que lui n'a pas pu en placer une en fait, et qu'on l'accablait seulement, et qu'il ne pouvait pas se défendre. Voilà, pendant 10 heures, il a été accusé.
87 témoins seront ensuite interrogés. Donc on dira aussi, enfin voilà, il y a plusieurs médias qui disaient on interroge 87 innocents, je trouve qu'il y a beaucoup de sourds dans le village, parce que 87 témoins, sensiblement il devrait y avoir une preuve irréfutable, et c'est pas le cas. Et il y aura entre autres la maîtresse, donc Véronique, et les médias se sont déchaînés, enfin moi je trouve les journaux se sont déchaînés, ils ont dit voilà, qui pourrait tuer, qui pourrait faire quoi que ce soit pour une personne comme ça. Ils ont dit qu'elle était en gros mal fagotée, qu'elle n'était pas soignée. Donc ils disaient voilà, l'hypothèse de la maîtresse, entre guillemets, c'est écarté, personne ne ferait rien pour elle. On va également faire venir la fille de Brière, c'est la seule rescapée, on va dire, de ses enfants, qui ne vivait pas chez lui, donc c'est son 6e enfant, qui viendra là-bas et qui défendra son père, qui demandera à ce qu'il soit gracié, qui pleurera, s'agenouillera, et en fait elle défend son père en disant qu'il était très gentil avec eux, qu'il n'a rien fait, qu'il n'aurait rien pu faire. En ce qui concerne la défense d'Edouard, lui il n'aura que 1h30 je crois de défense, et directement son avocat a été, on va dire entre guillemets, jugé par un délit de faciès. Il sera pas pris au sérieux, et en fait du coup en gros son jugement était déjà posé avant qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit. Les journaux ont aussi beaucoup dit qu'Edouard il n'avait pas la tête d'un coupable, ni d'un innocent, ni d'un père qui vient de perdre ses enfants. Donc en fait il était plus ou moins trop neutre pour eux, dans tous les sens du terme, pour tous les rôles qu'on peut lui accabler en fait. Le jugement finit finalement par tomber. Le jugement tombe. Edouard est jugé coupable d'un assassinat avec préméditation sur 5 de ses enfants, et il sera donc condamné à la peine de mort. Les proches de Brière diront également qu'ils trouvaient que le jugement était trop succinct, parce que la thèse de la psychologie, encore une fois, aurait pu être validée ou non en fonction de s'il avait eu un jugement psychiatrique, s'il avait eu une étude psychologique en fait, parce qu'il se peut qu'il ait tout oublié, il se peut que ça ait été dans un élan, et qu'en fait il est tout fermé, qu'il soit dans une bulle quoi. Après quelques mois, il sera finalement gracié par le président, qui au lieu de l'inculper pour peine de mort, lui fera faire 15 ans de travaux d'intérêt généraux, donc pas à perpétuité, voilà, 15 ans de travaux, pour qu'ensuite il soit libéré. Je suppose que en fait, vu que, lui il a toujours dit vous avez inculpé un innocent, vous vous acharnez sur un innocent, en fait quand la personne aussi est convaincue de ça, est convaincue de son innocence, après rien n'est prouvé, on n'en sait rien, mais ça a dû aussi tellement choquer l'opinion publique qu'il a été gracié en fait. Il ne terminera pas ses 15 ans de travaux d'intérêt généraux, puisqu'il mourra au bout de 9 ans. Alors moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il est coupable? Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas coupable? Après tout, il peut aussi être coupable sans l'être, c'est-à-dire être inconscient. Il peut aussi ne pas être conscient d'avoir commis ces crimes, et donc être atteint d'une maladie, ce genre de choses. Alors est-ce qu'il est vraiment coupable ou pas quand il a une maladie? Ça c'est un autre débat. Mais moi ce que j'ai trouvé aussi triste, c'est qu'en fait il n'y a que lui, il y a eu que lui depuis le début, il n'y a que lui qui a été suspecté, parce qu'en fait il n'y avait pas d'autres visages, il n'y avait personne d'autre sur qui se déchaîner, il n'y avait pas un voisin un petit peu chelou qui était passé, des trucs comme ça. Depuis le départ on soupçonne que lui, toute l'attention est portée sur lui, donc coupable ou non, il était forcément accablé de partout, on l'a sollicité de partout, donc ça c'est dur aussi. C'est-à-dire que si ça se trouve, il y a un mec complètement barjot qui s'est acharné sur lui, qui a pris ses papiers, qui a trouvé sa maison, qui a tué ses enfants, et depuis le début on le suspecte. C'est possible aussi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça on pourra peut-être revenir dessus et ouvrir des conclusions dans les commentaires. J'ai parlé de cette histoire parce que c'est encore une fois quelque chose qui a eu lieu dans une région où j'habitais avant. Donc je découvre que cette région a un fort taux de criminalité, je crois, que je ne savais pas et que je ne soupçonnais pas. Parce que Chartres, c'est quand même très près de là où j'habitais. Donc faites attention à vous.